Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Décès du chef de l'État tunisien, Béji Caïd Essebsi, ce jeudi 25 juillet. L'intérim de la présidence est assuré par le président du Parlement jusqu'à la prochaine élection présidentielle qui sera probablement avancée au mois de septembre au lieu du mois de novembre. L'Égypte, premier importateur mondial de blé, souhaite optimiser sa capacité de stockage. Un accord de 14 millions de dollars a été signé avec le fonds de l'OPEP pour le développement international afin de construire 2 silos à blé à Port Saïd. Et le système éducatif du Lesotho est en nette amélioration depuis l'instauration de lois rendant l'enseignement primaire gratuit et obligatoire. Les fonds dédiés à l'éducation représentent en moyenne 23% du budget, soit près de 9% du produit intérieur brut national. L'annonce du décès du président Béji Caïd Essebsi ce jeudi a bouleversé la Tunisie. Le premier chef de l'État élu démocratiquement en 2014 s'en est allé à l'âge de 92 ans. Sa disparition ouvre la voie à une élection présidentielle anticipée qui se tiendra probablement le 15 septembre 2019. Ibayako. Décès du président tunisien Béji Caïd Essebsi. La présidence de la République a annoncé ce jeudi 25 juillet le décès du chef de l'État tunisien. Cette date coïncide avec le 72e anniversaire de l'avènement de la République, une célébration habituellement marquée par un discours du chef de l'État. Il est décédé à 10h25 à l'hôpital militaire de Tunis, dans lequel il était hospitalisé depuis mercredi 24 juillet. Nous vous annonçons avec regret le décès de notre président de la République ce jeudi 25 juillet à 10h25 heure locale, à l'hôpital militaire de Tunis. Nous vous invitons à prier pour lui et pour son âme. Parmi ces dernières initiatives dans le pays, celle de l'égalité dans l'héritage en Tunisie. À l'occasion de la journée de la femme tunisienne, le 13 août 2018, il a traduit cette loi dans la constitution du pays. Outre cette mesure, le président tunisien n'a pas ratifié le code électoral qui exclut des candidats des scrutins législatifs et présidentiels prochains. L'ancien code électoral reste en vigueur, tandis que le dépôt des listes de candidats aux législatives débute ce lundi 22 juillet. Cette disparition de Béji Caïd Essebsi entraîne la vacance du pouvoir à la tête de l'État. 2 types de vacances du pouvoir sont prévus par la constitution tunisienne. L'une exige que le Premier ministre remplace le président pour une période courte, l'autre que le président du Parlement assure l'intérim pour un temps plus long. Tout a été planifié par la constitution tunisienne. Le président de la République, s'il venait à disparaître, le président de l'Assemblée nationale ou de l'ARP, comme on l'appelle à Tunis, devient président pour un maximum de 90 jours. Pendant ce temps-là, il gère les affaires courantes et il a un certain nombre d'obligations. Monsieur Mohamed Nasser, président de l'Assemblée nationale, est déjà en pleine réunion actuellement. Il a déjà rencontré le Premier ministre nommé par M. Caïd Essebsi. Âgé de 92 ans, il était le premier président élu démocratiquement en décembre 2014. Père de 4 enfants, il laisse derrière lui une famille et un peuple tunisien endeuillé. Avocat de formation, il faisait partie des militants pour l'indépendance tunisienne et fondateur du parti politique Nida à Tunis. Le chef d'État laïque s'opposait aux pensées du parti islamiste Ennahda. Le Gabon, 5e producteur de pétrole en Afrique, espère séduire les investisseurs avec l'instauration d'un nouveau code pétrolier. Une initiative du gouvernement pour valoriser le potentiel gazier et pétrolier du pays, secteur en crise depuis 2014 avec la chute mondiale des cours du baril de pétrole. Nathalie Mo. Les autorités gabonaises ont promulgué un nouveau code des hydrocarbures le 23 juillet 2019. Une avancée notoire pour les opérateurs de ce secteur en crise depuis 2014. Un développement de l'activité pétrolière et gazière est attendu grâce à l'application de ce code. Ce code jugé attractif du point de vue fiscal et par tous les acteurs du secteur pétrolier du Gabon permettra d'intensifier le volume des investissements pétroliers dans notre pays par la prise des blocs dans le cadre de
de l'appel d'offres en cours et aussi par la mise en production des champs marginaux. La nouvelle loi comporte des innovations administratives et sociales, mais aussi des incitations fiscales. On peut ainsi noter des précisions en matière de contenu local et de transparence. Autre modification importante, la suppression de la participation de l'État au capital des entreprises pétrolières. Le fait que l'État se retire des entreprises pétrolières pourrait permettre que l'on assiste à une plus grande transparence dans le secteur, mais aussi à la mise en place des techniques managériales inspirées du secteur privé, ce qui pourrait à un moment donné augmenter ou alors accroître la performance des entreprises. Depuis 2014, avec la baisse des coûts du baril de pétrole, le secteur a été régi par une loi qui a restreint la signature de nouveaux contrats pétroliers au Gabon. Également dans l'actualité, le Sénégal annonce un ambitieux projet concernant le domaine de l'électricité, à savoir la construction de 2 nouvelles centrales solaires d'ici 2020. Pour rappel, le pays produit déjà plus de 1200 MW d'électricité. Il envisage désormais d'alimenter près de 600 000 personnes en énergie renouvelable à moindre coût. Notons que le Sénégal projette d'être pionnier de la transition énergétique en Afrique de l'Ouest. L'Égypte enregistre une consommation estimée à environ 20 millions de tonnes de blé par an. Pour mieux satisfaire la demande, un accord de 14 millions de dollars a été signé avec le fonds de l'OPEP pour le développement international. Il devrait aboutir à la construction de 2 silos à blé à Port Saïd. Siamlo Victoria Sedji. Afin d'optimiser la conservation du blé, le gouvernement égyptien a signé avec le fonds de l'OPEP pour le développement international un accord de 14 millions de dollars. Ce financement est destiné à la construction de 2 silos ou réservoirs de blé à Port Saïd, ce qui permettra d'accroître de 15% la capacité de stockage. Ce financement n'est ni plus ni moins un financement de trop, ce qui convient désormais d'appeler l'Afrique soumise au déshydratat des grandes importations. Ce n'est pas un financement structurant, ce n'est pas un financement qui va apporter de la plus-value à l'économie égyptienne, c'est juste des mesures palliatives. Pour le ministère de l'Approvisionnement, ce projet est une aubaine en termes de désengorgement et de réduction de la durée de transport entre les ports et installations de stockage. L'Égypte est le premier importateur mondial de blé. Entre 2019 et 2020, il devrait en importer 12,6 millions de tonnes d'après le département américain de l'agriculture. Aujourd'hui, la dépendance du pays, donc de l'importation surtout du blé, reste et demeure un véritable problème. Régler la question de l'autosuffisance alimentaire et la lutte contre l'importation sauvage du blé sur le continent africain et spécifiquement en Égypte reste et demeure. L'Égypte ne produit localement que 8 millions de tonnes de blé par an. Une situation qu'aimeraient voir changer de nombreux analystes. D'ici 2020, l'exécutif espère à cet effet en produire près de 10 millions de tonnes. Le Lesotho mise notamment sur l'éducation dans sa stratégie de développement socio-économique. Depuis son indépendance obtenue en 1966, les gouvernements successifs ont choisi de faire de l'éducation l'un des principaux outils pour éliminer la pauvreté qui touche près de la moitié des quelques 2 millions d'habitants. Près de 23% du budget national est consacré à l'éducation. À Manage. Le Lesotho a réalisé des progrès considérables en faveur de l'éducation pour tous, une réalité qui se traduit par un programme entre 2000 à 2006 visant à rendre l'enseignement primaire gratuit pour tous. Cette initiative a été renforcée par la promulgation d'une loi en 2010 où l'enseignement gratuit devient légalement obligatoire dans le pays. Nous avons un système d'éducation gratuit pour tous, filles comme garçons, même s'il n'a pas atteint le plus haut niveau d'enseignement. Mais je pense que le Lesotho a l'un des meilleurs systèmes d'éducation en Afrique. Toutefois, dans les zones rurales, il se pose un problème d'accès aux enseignants, à l'information et à l'Internet. Nos filles et nos garçons ne savent pas nécessairement ce qui se passe dans le monde. Le gouvernement fournit des efforts concrets pour financer le secteur de l'éducation
l'éducation, qui reçoit en moyenne 23,3% du budget, soit 9,2% du produit intérieur brut national. Toutefois, un diagnostic mené en 2015 met en évidence quelques défis majeurs auxquels le système éducatif reste confronté au Lesotho. Par ailleurs, les perspectives d'éliminer les disparités entre les sexes dans l'enseignement primaire et secondaire au Lesotho sont prometteuses. Les femmes n'ont aucune excuse de ne pas aller à l'école ou au boulot. Nous nous battons vraiment pour l'égalité. Nous ne demandons pas à être supérieurs, mais juste une opportunité pour donner le meilleur dont nous sommes capables en tant que femmes. Dans le but de relever ces défis, le Lesotho a fixé des objectifs dans son plan stratégique pour le secteur de l'éducation 2016-2026. À noter que le taux net de scolarisation se situe actuellement à 95% des enfants en âge d'aller à l'école primaire. Dans le reste de l'actualité au Nigeria, les conducteurs de véhicules utilisant le service de cartographie en ligne Google Maps auront désormais la possibilité d'entendre les conseils sur leur itinéraire avec un accent local. En effet, jusqu'à présent, seul l'accent américain était disponible, ce qui rendait difficile la prononciation des noms locaux. Il s'agit de la première initiative du genre en Afrique et c'est le Nigeria, pays anglophone aux quelques 190 millions d'habitants qui en bénéficient. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.